Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous bien, que le confinement se passe bien chez vous. Donc en cette période de non-football qui est très dur pour nous tous, on essaie de vous trouver des sujets intéressants. Et on s'était dit que la saison plus que moyenne des clubs portugais en Europe cette année, où il n'y a strictement plus aucun club portugais, donc ni en Ligue des Champions ni en Europa League, on s'était dit qu'on allait revivre, qu'on allait retracer une très belle saison pour nous, pour nos clubs portugais, donc la saison 2010-2011, où on a vu Porto porter ce titre d'Europa League, avec en finale contre Braga, et on avait même trois clubs portugais en demi-finale, donc Porto, Braga et Benfica. Et pour m'accompagner ce soir, nous avons Mathieu. Comment tu vas, Mathieu? Salut Alex, bonsoir à tous nos auditeurs. Très heureux d'être avec vous ce soir pour évoquer une belle saison, une très très belle saison même 2010-2011, qui s'est malheureusement mal terminée pour Braga, mais qui a été historique tout au long de cette année. On a aussi le retour de Louis. Comment tu vas, Louis? Lampião, levas 5. No Dragão. Salut les gars, ça me fait super plaisir de vous revoir. Ça me fait très chaud au cœur après cette petite absence pour des raisons personnelles. Très heureux d'être là et bonsoir à tous nos éditeurs. On a aussi le retour de Tone et son crâne chauve. Comment tu vas, Tone? Bonsoir à tous, un plaisir d'être là et hâte de parler de cette saison-là avec vous, même si elle n'a pas été très heureuse au final pour ma part, mais en tout cas c'est un plaisir d'être avec vous. On a aussi Marc. Comment tu vas, Marc? Salut Alex, salut tout le monde, j'ai Elia, très très content d'être là ce soir, bien évidemment, pour rappeler cette belle saison qui était celle du FC Porto, du football portugais, pardon. On a aussi Sergio. Sergio, je sais pas à quoi tu vas servir ce soir, mais il est présent, il a voulu parler, donc c'est cool, merci de ta part. J'espère que tu vas bien. Ça va, on va essayer de parler football. Oh, l'irrespect. Donc on va faire par ordre chronologique. La saison a commencé avec Braga, donc par le troisième tour préliminaire contre le Glasgow Rangers. Donc Mathieu, je te laisse commencer ce match ce match et cette saison. Alors Rappelle pour toi. c'était contre le Celtic, Glasgow. Ah, Glasgow le Rangers Celtic, c'était cette année. ouais. Et le Celtic Glasgow, oui, ça avait commencé, c'était le troisième tour préliminaire avant les playoffs face au Celtic. Donc c'était un match qui a été résolu à l'époque, qui avait été résolu au match aller au municipal de Braga, qui s'appelait encore le Stade Axe à l'époque, avec cette victoire, je crois, 3-1 au match aller. Donc une victoire, Braga qui était sur la continuité de sa saison 2009-2010, puisque donc, si Braga joue les playoffs, c'est parce que Braga avait avait fini deuxième la saison d'avant, donc pour la première fois dans l'histoire du club. Et donc il y a eu ce playoff face au Celtic remporté. Il y a une défaite au match retour, mais qui n'influera pas sur le résultat, sur la qualification. Puis après, il y a donc cette fameuse double confrontation face au FC Séville. Un match aller remporté encore une fois par Braga avec ce but 1-0, but de Mateus en deuxième mi-temps. Et ensuite, il y a le match retour, le match retour en préparant l'émission, là, je m'étais dit, est-ce que ce match retour serait pas le plus grand match de l'histoire du club, étant donné le contexte, c'est-à-dire une première qualification pour une Ligue des Champions, pour une C1 en tout cas, plus le fait de gagner à l'extérieur face à une équipe du Séville qui était comme à l'époque toujours il était déjà à l'époque un très grand club, un grand club européen qui avait gagné quelques années auparavant l'Europa League. Tu les affrontes chez eux, il y avait quand même des joueurs quand même impressionnants de l'autre côté avec des Jesus Navas, des Luis Fabiano, il y avait Canouté, il y avait pas mal quand même de bons joueurs. Et même voilà, il y a ce 4-3 on s'est quand même fait un petit peu peur ce jour-là, parce je crois qu'il y a 1-0, puis 2-1, on revient à 3-2, 4-2, puis 4-3. Enfin, c'était un scénario assez dingue qui nous offre cette qualification, et c'est peut-être le plus grand match de l'histoire du club vis-à-vis du scénario, vis-à-vis du contexte, et enfin, avec une équipe qui était à l'époque qui avait gardé quand même pas mal l'ossature de l'équipe vice-championne avec des Alberto Rodriguez, des Paulo César, des Alan, des Vandinho, des Mateus, et bien sûr le fameux triplé de Lima. Je crois qu'à l'époque, avant Messi, c'était peut-être le triplé le plus rapide de l'histoire de la Ligue des Champions, parce qu'il rentre à la 58e, il marque à la 90e son troisième but. Donc il y a eu une histoire comme ça, comme de triplé extrêmement rapide. Et voilà,
ces faits-là ont fait que ce match-là est rentré largement dans l'histoire du club et a permis à Braga à l'époque de participer à sa première Ligue des Champions lors de la saison 2010-2011. Autre club qui a participé aussi avec des champions, donc Benfica. Tone, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette compétition lors de cette saison? Alors, on a plutôt bien commencé. On était tombé dans les groupes puisqu'on était champion en titre, je le rappelle. On était tombé du coup avec Schalke, Lyon et du coup Tel Aviv et ça avait plutôt bien commencé. On avait gagné, je crois que c'était chez nous il me semble, lors du match d'ouverture contre Tel Aviv justement 2-0 et après ça a été un peu à l'image du début de saison, c'était un peu redescendu. On avait perdu contre Schalke en Allemagne. À Lyon aussi, ensuite, sur le même score, 2 fois 2-0. Ensuite, il y a ce fameux match. Alors, je résume toute la phase de groupe, hein, et là, du coup, je détaille un peu le match contre Lyon parce que c'est sûrement celui qui nous a tous le plus marqué. Ce fameux match contre Lyon à domicile où tu mènes 3-0 à la mi-temps, 4-0 au retour des vestiaires à 50e sur ce lob de Coentrao, et au final, tu gagnes que 4-3. C'est un match qui nous a un peu marqué quand même. Ouais. Et ensuite, tu vas à Tel Aviv et tu perds 3-0. Et tu perds encore contre Schalke à la maison lors du dernier match. Et ce qui fait que tu termines 3e et que tu es reversé en Europa League, en gros. En résumé. Donc, Mathieu, si tu peux nous aussi parler un peu de la phase de poule de ton club. C'était la première phase de poule de l'histoire du club, donc une phase de poule où on avait Arsenal, le Shakhtar Donetsk et le Partizan Belgrade. Donc poule pas facile, donc dès le départ l'objectif pour Braga c'était au minimum de finir 3e. On était dans le chapeau 3 à l'époque. Et premier match, pour la belle histoire, c'était face à Arsenal, c'était à l'Emirates Stadium. Il y a eu souvent ce surnom pour Braga qui est les Arsenalistas, parce que les couleurs du club viennent effectivement des couleurs d'Arsenal, puisqu'un de nos présidents, dans les années, je sais plus, 30 ou 40, avait choisi de changer les couleurs du club pour les mettre au rouge et blanc, à l'image d'Arsenal. Donc c'était un magnifique clin d'œil du destin que ce premier match en Ligue des Champions soit face à Arsenal. Le truc c'est que ça s'est fini pour un bon 6-0 à l'Emirates. Donc on était bien en train dans la compétition. Après pourtant la belle émotion de Séville, mais à partir de là, donc il y a eu deux premiers matchs défaites, c'était face au Shakhtar et face à Arsenal, donc c'était plutôt logique, on va dire ça. Et les 2 matchs consécutifs sont face au Partizan Belgrade où la Braga s'impose 2 fois et donc se qualifie officiellement pour au minimum l'Europa League. Et il y a ce dernier match à la maison face à Arsenal, ou l'avant-dernier match, je sais plus, c'était soit l'avant-dernier, soit le dernier, face à Arsenal, où Braga gagne donc Arsenal à domicile sur un doublé de Matteo. C'était, je crois, ses 2 derniers buts. Matteo, c'était pour moi l'un des plus grands joueurs de l'histoire du club pour cette période-là, d'avoir qualifié Braga à Séville, puis d'avoir mis ce doublé face à Arsenal dans les dernières minutes de jeu face à un Arsenal d'Arsène Wenger c'est celui de 2010, donc c'était une sacrée équipe encore à l'époque. Et ça avait en plus donc fait qu'Arsenal n'avait pas fini premier de la poule, et donc ça avait un peu joué sur la suite de la compétition du côté des Gunners, et Braga était reversé en Ligue Europa assez logiquement au final, et on va faire après que ça s'est plutôt très bien passé. Bien passé. Sergio, j'ai une question pour toi. En dehors que ton club n'ait pas participé à des compétitions européennes, est-ce que toi tu avais du coup comment dire une sorte un point de vue extérieur un peu de ces phases de poule en Ligue des Champions, Braga et Benfica? Ouais, on n'était pas plus haut, mais ouais, j'avais suivi un petit peu, surtout un peu Braga, parce que on va dire comme Benfica, plus l'habitude européenne. Allô? Ouais, Sergio, Ouais, tu coupes un petit peu. Ouais, tu coupes un petit peu, Sergio. Donc on va donner la parole à Todd, parce que j'ai une question pour lui en attendant que tu répondes. Non, c'était par rapport, parce que cette saison-là, côté Benfica, c'est la première saison de Jesus en Ligue des Champions. Enfin, c'est peut-être sa première ou sa deuxième. Sa deuxième, je sais plus. Première, il me semble. Première, il me semble. Il gagne le titre la saison d'avant, mais je crois qu'il n'est pas Benfica n'est pas qualifié pour la Ligue des Champions. Non, il me semble pas, ouais. Donc c'était sa première. Il était déjà expérimenté. Quand tu me mets le doute, je vais aller vérifier. En tout cas,
ouais, c'est soit sa première, soit sa deuxième. Mais en tout cas, c'est celle qui m'a le plus marqué en tout cas, par cette troisième place, alors qu'il y avait peut-être La déjà à place. l'époque la place d'aller chercher au moins les huitièmes de finale Ligue des Champions, alors que tu étais champion en titre. Ça m'a fait un peu penser au final au début de Bruno Lage cette année. Je sais pas si on peut avoir un peu ce parallèle de se dire que même si Jesus avait plus d'expérience en tant qu'entraîneur propre à l'époque, parce qu'il était plus âgé, mais la Ligue des Champions, elle s'acquiert que quand on arrive vraiment à ce stade de la compétition. Et en 2010, bah, on sentait peut-être aussi un peu le manque d'expérience de Benfica, même si peut-être que dans les années à venir, à Benfica, il y a qu'une seule fois que Jesus passe les huitièmes de finale, la phase de poule en 2012 avec Benfica, donc l'expérience n'a pas forcément ultra bien fonctionné par la suite, mais en tout cas c'était sa première et ça s'était pas ultra bien passé, un peu comme Bologna cette année, sauf qu'en huitième de finale, en 16e de finale cette année, il a affronté le Shakhtar et en 16e de finale, je sais plus du tout je me souviens plus du tout qui Benfica a affronté, mais qui? Stuttgart en 16e de finale en 2010. Après, il faut savoir que le contexte n'est pas du tout le même. L'équipe arrive quand même, enfin démarre la saison assez affaiblie parce qu'on vend Di Maria et Ramirez juste avant. On recrute Gaëtan qui vient pour remplacer Di Maria et on replace Carlos Martins à droite pour pallier au départ de Ramirez. Et Salvio va arriver en décembre, je crois, si mes souvenirs sont bons. Mais du coup, l'équipe en fait, on perd une certaine dynamique. Clairement, et l'équipe qui est championne en fait revient à l'été après et n'est plus du tout, comme je l'ai dit, dans la même dynamique et c'est pas du tout le même contexte. Mais oui, effectivement, Sergio, c'est de retour ou pas? Ouais, je suis là. Ah, voilà. Je vais te Peut-être laisser mieux. reprendre un peu la parole si tu. Allô? Ouais, Ouais, si tu veux reprendre un peu donc la parole sur toi, ton point de vue extérieur de ces sur la- deux clubs en Ligue des Champions. ouais, bah après les phases de poule de Ligue des Champions, je pense que c'est pas ce qui a marqué le plus les gens d'un point de vue externe. C'est surtout les phases à élimination directe de la Ligue Europa. Ouais, c'est vrai, ouais. Ouais, après voilà, c'était des résultats plutôt logiques pour Benfica de finir troisième par exemple. Euh, Braga, c'était une bonne surprise quand même. Et Ouais, voilà. je pense qu'on peut passer donc à ce qui nous intéresse le plus, surtout c'est donc les phases de poule de l'Europa Les League. matchs à pression, ouais. Ouais, et enfin, on va donc parler un peu du FC. Oui, je te laisse parler un peu de cette phase de poule de l'Europa League de cette saison 2010-2011. Ouais, totalement. Bah, elle a été facile. Bah, déjà, on est passé par des playoffs, faut le savoir. Ouais, On faut était, commencer. c'était à l'époque où le Portugal était en pauvreté, très pauvre au niveau points et ranking UEFA. Et nous, on est passé en playoff face à Genk. On sort un très très gros match là-bas où on gagne 3-0. Après, à domicile, on gagne de nouveau. Et je sais qu'on a une poule assez facile. Il y a Beşiktaş, le Rapid Vienne et le CSKA Sofia. Donc normalement, pour un club pour nous, on va dire qu'on était largement favori. On s'en sort premier avec les Et 16 points. j'ai une question On pour toi, fait, juste. ouais. Comment ça se fait que vous étiez que en tour préliminaire de l'Europa League saison 2010-2011? Comme je t'ai dit avant, c'était à cause du ranking UEFA. On a fini troisième la saison d'avant. Ok, ok, ok. Et à l'époque, on était super pauvre au niveau point UEFA. Encore Et pire que maintenant. du coup, on est pas. Ouais, pire que maintenant. On est toujours pauvre, hein, mais c'était encore pire juste. Ouais, c'était C'était encore pire. vraiment À ce pire. moment-là, c'était horrible à ce moment-là. Et du coup, comme j'ai dit, on était favori numéro un de notre poule, parce que vous avez vu, les équipes, c'était pas fou. On fait 5 victoires, un match nul. Le match nul, c'est contre Beşiktaş, la deuxième équipe, ce qui était censé être la plus forte, qui passe en deuxième aussi, du coup, avec 13 points, 3 points de moins que nous. Et voilà, hein, franchement, des scores assez fleuves au niveau de la poule. Rien de spécial niveau poule à souligner, à part qu'on roule sur toutes les équipes. Donc on va Ça, passer ça va. donc aux phases d'élimination directe. Donc Mathieu, vas-y, je te laisse reprendre la parole du coup. Sur les phases de l'émission directe, le premier match c'est face au Lech Poznan. C'était donc février, donc début février forcément. Et c'était pas une très très bonne période pour Braga, la sortie du mois de janvier, parce que Mateusz s'en va au Dniepro-Petrovsk en janvier 2011, parce qu'il est en fin de contrat 6 mois, dans 6 mois, donc pour rentrer d'argent, parce que l'argent était encore plus précieux à l'époque que maintenant. Braga avait été obligé de le vendre. Il y a notre gardien qui était prêté que 6 mois, Felipe, qui s'en va, qui retourne à Flamengo, je crois, au Brésil. Donc on est obligé de faire monter Arthur Moraes, qui fera que 6 mois officiellement à Braga avant de partir à Benfica à l'été 2011. Il y a Moises aussi qui s'en va et qui part à Al Rayyan en Arabie Saoudite. Et donc on perd l'un des deux très très gros tauliers de la défense centrale à côté d'Alberto Rodriguez.
Et donc le mois de janvier, enfin, mois de décembre, mois de janvier avait été très très compliqué. Il y a une défaite en championnat, il y avait des défaites face à Porto et des défaites face à Passos Ferreira. Il y a beaucoup de défaites et Braga prend pas mal de retard en championnat. Avait déjà pris du retard tout au long de la première partie de saison parce que ça avait été compliqué de à la fois gérer la Ligue des Champions et c'était la première fois aussi pour le club de gérer des matchs avec une intensité aussi forte en milieu de semaine. Euh, et, et donc il y a ce match face au Lech Poznan, on perd à l'aller, on perd face à cette équipe polonaise en Pologne et on gagne chez nous 2-0, on perd 1-0 et on gagne 2-0 au retour avec 2 buts d'Alan, je crois. Donc bien sûr qu'à ce moment-là on pense pas qu'on va faire le parcours qu'on va faire par la suite, mais c'était la 16e de finale, c'était plutôt bien déroulé pour Braga au final qui s'est imposé logiquement à domicile et qui s'est qualifié. Donc, toi, je te laisse commenter toi ton 16e des finales. Alors, pour reprendre ce dont on parlait avec Mathieu juste avant, et le comparatif avec cette année et le match enfin la double confrontation contre le Shakhtar Donetsk, c'était un adversaire qui, à mon sens, à l'époque, était plus faible que le Shakhtar qu'on a rencontré cette année. Et du coup, on a joué contre Stuttgart, qu'on a battu au match à 2-1 et sur un but de Cardozo et de Jara, alors qu'on était mené d'ailleurs et qu'on a battu aussi chez eux 2-0 pour concrétiser le tout au match retour. Deux matchs globalement maîtrisés contre un adversaire qui était à l'époque relativement faible, même si nous-mêmes on n'était pas exceptionnels. Donc j'ai pas de mal à remarquer sur ces deux matchs-là. En soi, c'était encore une fois une opposition assez faible et du coup on a juste fait le boulot en fait, concrètement. D'accord. Porto va rencontrer une équipe déjà bien connue par un club portugais, par les clubs portugais, donc le Séville FC, donc les FC Séville, qui avait rencontré donc Braga un peu plus tôt dans la saison. Et Porto va les retrouver donc du coup en 16e de finale de l'Europa League. Et Marc, je te laisse 32e, commenter frérot. du coup. Comment? 32e. C'est Deuxième. en 32e, 32e, ouais, Séville, pardon, nous. 32e. Ouais, pardon, 32e. Et Ouais. donc Marc, je te laisse commenter ces doubles confrontations. Bah, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, on arrive peut-être enfin face à l'adversaire le plus difficile en Europe. Donc, c'est le premier vrai challenge. Un premier vrai challenge qu'on commence à l'extérieur. Donc, c'était peut-être assez important pour nous de commencer à l'extérieur puis de recevoir après. Finalement, on verra qu'en fait, bah, ça nous a pas forcément desservi, mais on commence du coup, par gagner à Séville. J'ai pas beaucoup de souvenirs de ce match. Peut-être Louis, que je sais pas si t'en as Louis beaucoup. pourra compléter, mais il me semble que c'était un match assez difficile. Bon, en même temps, c'était le Ouais, c'était premier compliqué, véritable ouais. adversaire. Voilà, c'était le premier véritable adversaire qui avait peut-être un cran au-dessus de ceux qu'on avait affrontés en poule. Et on s'impose un peu plus difficilement chez eux. Et finalement, on Ouais, on finit par gagne à perdre à l'aller. demi. Ouais, c'est Ouais, on ça. gagne à l'aller, justement. Et on finit par perdre chez nous. Je crois que c'était une de nos premières défaites à domicile de la saison, peut-être même la seule, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est Donc Luis voilà, Saveno ça. qui marque à la fin et en plus il nous fait bien peur parce qu'il suffisait d'un but et il passait eux. Ouais. Exactement. Après, on avait encore cette chance d'avoir le 2 buts marqués chez eux. Donc, au niveau du goal average, c'était totalement équilibré. Mais bon, voilà, vu qu'on avait marqué 2 buts à l'extérieur, on était favoris. Et puis, c'était la première double confrontation peut-être même la seule qui nous a fait le plus peur De la de toute compétition. cette. Ouais, Mhm. ouais. Je te rejoins là. Je crois que cette double confrontation-là, c'est celle où Porto, c'est la seule où ils ont tremblé, quoi. Autour, ouais, Ouais, clairement. totalement, totalement. Mhm. Donc voilà, donc on se retrouve donc au 16e des finales avec donc, là, encore 3 clubs portugais qualifiés. Donc Braga, encore, vas-y, Braga, Mathieu, je te laisse parler du match des 16e de finale. Bah là, c'est le très très grand exploit face à Liverpool. Alors, c'était Ouais, pas le Liverpool ouais. de 20 ans, bien sûr, ni même le Liverpool de quelques années en arrière, celui qui a la Ligue des Champions en 2007 par exemple. Mais ça restait quand même une équipe sur le papier largement supérieure à Braga. Lors du mercato d'hiver, ils venaient d'acheter Andy Carroll et Luis Suarez. Luis Suarez ne pouvait pas jouer parce qu'il avait déjà joué avec l'Ajax des compétitions européennes à l'époque, donc c'était pas possible de jouer avec deux clubs différents et une compétition européenne. Donc il n'y avait que Andy Carroll qui avait fait un match de double confrontation exécrable. Et Braga gagne le match aller sur un penalty d'Alan. Et au match retour, il y a cette muraille à Anfield avec ce 0-0 où Braga tient 90 minutes sans pour autant se faire très peur. Il y a quelques occasions bien sûr de la part de Liverpool. Nous, je crois qu'on en a quasiment aucune au retour. Mais ça avait tenu et ça avait été
dans la même saison encore un très très grand exploit après les victoires face à Séville et face à Arsenal. Mais c'était surtout aussi un peu le premier match fondateur d'une certaine cohérence tactique, surtout d'un point de vue défensif, où là on s'est clairement rendu compte qu'on avait une défense centrale extrêmement solide avec Alberto Rodriguez puis Paulin qui rejoindra Saint-Etienne, parce qu'il était aussi en fin de contrat, il rejoindra Saint-Etienne l'été qui suit. Mais donc avec le départ de Moses, on s'attendait pas à avoir un défenseur central qui émerge comme ça de l'effectif alors qu'il n'était pas nettoyé. Il n'avait pas un temps de jeu exceptionnel depuis son arrivée à Braga, et pourtant il s'est révélé comme un rock aux côtés d'Alberto Rodriguez. Dans cette défense, il y avait aussi Silvio qui s'est révélé lors de cette saison 2010-2011 en provenance. Donc il venait d'arriver de Le Havre et il partira juste après à Atlético Madrid pour 8 millions d'euros. Et à l'époque, c'était donc le plus gros transfert d'histoire du club et c'était une sacrée somme, et il avait fait une très très bonne saison. Et je crois que de septembre 2011, il connaît sa première sélection avec le Portugal. Donc c'était l'émergence d'un très très bon joueur qui malheureusement à cause des blessures a plongé. Je crois qu'on avait déjà parlé dans une émission antérieure quand il était passé à Benfica. Et Miguel Garcia qui au poste d'arrière droit, puisque si vous pouvez jouer à la fois arrière droit et arrière gauche, et Miguel Garcia qui a joué, qui a fait cette fin de saison et qui a été très très bon, parce que on le verra après qu'on est quand même arrivé jusqu'en finale, et que donc c'est à dire qu'il y a quand même pas mal de membres de l'équipe qui ont été très très bons. Mais c'est vrai que c'était cette cohérence tactique au niveau défensif où une équipe de Braga qui à partir de Liverpool encaisse un but on fait 80 buts face à Dynamo de Kiev, 2 buts face à Benfica et le but en finale face à Porto. Donc une équipe qui encaissera très très peu de buts et qui semblait à domicile en tout cas infranchissable défensivement. Tone, on va parler d'un match dont je me souviens bien, qui m'a fait beaucoup de mal. De confrontation face au Paris Saint-Germain, avec un match aller où Benfica gagne ce match 2-1, et ensuite au Parc des Princes où malheureusement il n'y avait que il y a eu que 1-1. Donc Tone, je te laisse parler de cette double confrontation. C'est le match aller, la première mi-temps, qui a dû te faire du mal, je pense. Ouais. On se souvient d'un match où le PSG va ouvrir le score et va surdominer le début de rencontre, du moins avec 2 ou 3 occasions de but qu'il va pas réussir à concrétiser, et au fur et à mesure Benfica va réussir à revenir dans la partie, toujours par à-coups en fait. C'était très très régulier, enfin c'était quelque chose de assez régulier cette saison-là. Donc je crois que c'est Maxi Pereira, il me semble, qui égalise sur une passe lumineuse de Carlos Martins, comme souvent cette saison-là. Passe par-dessus la défense, et Maxi Pereira qui avait dédoublé et qui conclut. Et ensuite, Franco Jara, l'homme providentiel du banc benfiquiste cette saison-là, qui marque en fin de match aussi. Mais c'est surtout, je pense qu'on a été très solide défensivement en première mi-temps. On s'est fait très peur parce qu'on jouait chez nous, et le PSG a ouvert le score. Et au final, ils n'ont pas réussi à concrétiser, et du coup, on a réussi à renverser la vapeur. Un peu au même titre que le premier match contre Stuttgart au tour précédent aussi, même s'ils avaient été moins dominateurs parce que c'était une équipe plus faible, mais ils avaient aussi ouvert le score et on avait un peu galéré au début, on avait mis du temps à se mettre en route, et c'était un peu récurrent cette saison-là d'ailleurs. Et au match retour, 1-1, excusez-moi, match nul du coup au Parc des Princes. Avec but de Bodmer, je crois, pour le PSG, une volée là, il me semblait, égalisation de Bodmer après l'ouverture du score de Gaëtan. Un match où on a vu 2 équipes pas fatiguées, mais un match qui avait moins d'intensité que le match précédent, du moins que l'aller. Et du coup, Benfica qui est venu faire le travail à l'extérieur, qui a encaissé un but, mais qui a réussi à en marquer un, et du coup, ça a suffi. Donc on va passer au tour de Porto. Donc Louis, je te laisse commenter ce tour de 16e de finale. Les 16e, c'était contre le CSKA Moscou. C'est ça. On joue là-bas, on gagne que 1-0, un but de Guarin, sous la neige justement, un match assez compliqué. Gros match de Cebolla Rodriguez d'ailleurs, un petit clin d'œil pour toi. Je me souviens, il avait fait un énorme match là-bas, et après à domicile, on gagne 2-1. On met vite 2 buts et après on gère le match. Une qualification plutôt tranquille, même si au score on pourrait penser que c'était serré, on a plutôt géré. Donc on va passer du coup 8e de finale du coup. 8e. 8e de finale. Donc quart. Nous sommes au quart de finale. Donc, Braga affronte donc le Dynamo de Kiev, si je ne dis pas de bêtises, Mathieu. Ouais, donc le Dynamo de Kiev, et donc
Si je dis pas de bêtises, Braga ne remporte aucun des deux matchs, mais réussit quand même à se qualifier pour des demi-finales historiques. Mathieu, je te laisse commenter cette double confrontation. Bah, c'est pas le match, c'était pas la double confrontation la plus belle que j'ai vue. C'est vrai que c'est le match aller est à Kiev, donc face au Dynamo. Une équipe du Dynamo qui avait qui avait une belle équipe. Il y avait encore Andrei Shevchenko qui était revenu au Dynamo pour préparer l'Euro 2012 avec l'Ukraine. Donc il était revenu faire un peu ses dernières saisons dans son club de formateur. Et donc ça a été. On a donc vu une sacrée légende, enfin une légende, un excellent joueur au municipal de Braga, dans une double confrontation, oui, qui signe un partout au match aller où on marque même pas de but parce qu'on prend le premier but très tôt dans la rencontre et ensuite il y en a un corner et c'est but contre son camp de je ne sais plus qui, mais voilà, c'est un but contre son camp. Il y a un partout au bout de la fin mi-temps et il y aura un partout à la fin du match aller et il y aura 0-0 au match retour et donc on en revient à cette solidité défensive à domicile ou une équipe de Braga qui par tous les départs déjà l'été dernier puis ensuite à l'hiver avec le départ de son meilleur joueur Mathéus, offensivement c'était bien sûr pas fou, pas extraordinaire, mais en tout cas défensivement c'est vrai que c'était une équipe qui en tout cas à domicile n'a pas pris de but de toute la phase de toute la phase finale de Ligue Europa, parce que le match la finale est à Dublin et donc n'est pas à domicile. Donc c'était encore comme face à Liverpool le beau symbole d'une équipe qui défensivement Très solide, ouais. ne prenait pas de but. On va passer donc au quart de finale de Benfica, où Benfica se révèle par son armada offensive, où un match aller super bien maîtrisé. Donc, Tone, je te laisse commencer. Enfin, voilà, donc c'était contre le PSV, je m'en souviens bien. Donc, contre le PSV et un récital offensif de la part de l'équipe de Benfica. Donc, Tone, je te laisse commenter aussi cette double confrontation. Alors, à domicile, on les reçoit au match aller. Victoire écrasante. 4-1, avec un doublé de Salvio et Saviola à la toute fin, il me semble, qui vient de marquer après une ouverture du score à la 37e, je l'ai sous le nez, de Aymar. Un match complet où vraiment c'est un rouleau compresseur, 4-1, sûrement un des matchs les plus accomplis de la saison, en vrai, surtout un match en quart de finale d'Europa League. Alors d'ailleurs, je vois que le but que PSV marque à l'aller, c'est Labiad qui le met, et d'ailleurs, il me semble qu'il a joué à Sporting après. Oui. Peut-être que je me trompe. Non, c'est ça. Et le match retour, je pense que c'est, donc le match aller est assez simple à expliquer, hein, c'est comme je l'ai dit, rouleau compresseur 4-1, tout se passe bien. Et le match retour est assez particulier puisque très vite, le PSV va réussir à refaire son retard un peu puisqu'ils vont mener 2-0 en 25 minutes et ils vont continuer à pousser, ils vont avoir plusieurs balles de 3-0. Un peu que le match aller contre le PSG, on va réussir quand même à résister, même si on a quand même encaissé 2 buts en 20 minutes, histoire de se faire peur. Et au final, en deuxième mi-temps, non, juste avant la mi-temps, il me semble que Luisao met un but venu du ciel, où sur un coup de pied arrêté, il récupère la balle, contrôle du genou, et un espèce de ciseau qui tape l'angle et qui rentre. Ça, c'était un peu un miracle. Et au final, donc là, on refroidit un peu les ardeurs du PSV. Et César Peixoto en deuxième mi-temps qui déborde dans la surface, qui rentre dans la surface et qui se fait casser les jambes. Et Cardozo qui conclut et qui égalise. Et là, à partir de là, il n'y avait plus aucun suspense. On a réussi quand même à se faire peur en ayant gagné au match aller 4-1, mais on a quand même assuré l'essentiel. On n'a même pas perdu au retour, on a fait 2-2. Et du coup, on filait en demi-finale. Voilà. Ok, donc on va passer donc là au Porto, au rouleau compresseur de Porto. Donc c'est à ce moment-là que Porto va commencer à faire énormément peur sur la scène européenne. Et je me rappelle de ces deux matchs qui m'ont choqué. Donc les quarts de finale contre le Spartak Moscou. Donc une double confrontation. Que dire que vas-y Louis, je te laisse parler parce que c'est pas mon club, mais c'est à partir de ce moment-là que moi où vraiment j'ai commencé à comprendre que le FC Porto était super redoutable sur la scène européenne. Louis, je te laisse commenter ce match-là. Ouais, justement, c'est là qu'on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire en C'est fait. ça. Parce que là, on a vu que l'équipe, elle était totalement débridée, les transitions étaient magnifiques, ça allait beaucoup trop vite. Et tu tapes 5-1 le Spartak Moscou à domicile, tu vas
taper 5 de là-bas. C'est un festival de buts, c'est tout le monde qui marque, c'est le Brésil, c'est la fête, on sort le champagne. C'était non, non, c'était plutôt incroyable. C'est là tu sentais que tu étais un vrai rouleau compresseur en fait. En plus, le 7 avril, la première confrontation, c'est juste après que tu sois déjà champion. Ouais. Donc, toute ta priorité, t'es focus à 100% sur l'Europa League. Tu sais qu'il te reste plus que ça à aller chercher pour faire une saison historique. Et bah, tu fais que confirmer en fait. AVB et ses hommes étaient prêts à la guerre. Et C'est puis vrai que tu, maintenant Donc, tu... qu'on le par la rappelle, suite. c'est vrai que maintenant qu'on le rappelle, Porto était déjà champion du coup en quart de Ouais, Ouais, finale. Du coup, ouais, ouais, on a... déjà, ouais, ils avaient vraiment toute la tête à l'Europa League. Oui, et puis totalement. il y a le match retour où Porto gagne encore une fois 5-2, donc ça fait 10-3 sur une double confrontation, C'est énorme. c'est rarement vu. Vraiment. En quart de finale, tu commences à te dire. Je pense que Ouais. même les autres adversaires, quand ils ont vu les tableaux d'affichage, ils se sont dit ah, attention à Porto, ça a l'air bizarre cette année. Donc là, on se retrouve en demi-finale avec 3 clubs portugais, donc c'est historique. Donc, 3 clubs portugais en demi-finale de l'Europa League. Et une magnifique double confrontation entre les 2 clubs portugais, donc Braga contre Benfica. Donc voilà, donc les favoris, tout le monde pensait que Braga allait remporter cette demi-finale et qu'on allait avoir peut-être un classico Porto-Benfica en finale, mais non, Braga a créé la surprise et voilà, donc je vous laisse commenter ces 2 matchs-là, Mathieu Tone. Donc Mathieu, si tu veux commencer, vas-y. Bah, cette double confrontation entre Braga et Benfica, c'est la dernière confrontation de 2 saisons d'une lutte acharnée entre ces 2 clubs. Que ce soit à la fin, que ce soit la saison dernière en 2009-2010 où Benfica est champion à la dernière journée face à Braga. Benfica gagne son match à la louche à l'époque et Braga avait gagné à domicile face à Benfica. Donc il y avait un partout en termes de confrontation directe si on prend ces 2 saisons-là. Puis après, il y a. Alors je crois qu'on perd à la louche, forcément, à l'époque. Puis on gagne, en championnat, on gagne chez nous avec notamment le coup de poing de Ravi Garcia, le fameux coup de poing de Ravi Garcia, puis le coup franc de Goviana sur une énième boulette de Roberto cette saison-là, et le but de Mossoro à la fin en pleine lucarne en championnat, ça avait été le match qui avait dicté la fin des espoirs de Benfica, même s'il ne restait plus beaucoup à cette époque-là déjà, mais je crois que c'était quasiment il manquait plus après ce match-là plus qu'une victoire à Porto pour être champion. Et ensuite, donc il y a cette double confrontation en Europa League, donc encore 2 matchs avec le match à la louche. Je laisserai bientôt en parler avant moi, puisque j'ai juste le coup franc de Ouais, Cardozo qui m'a fait mal, quoi. Et après, donc, je sais que ça finit à 2, voilà, ça finit à 2-1, on marque des 1. un but à l'extérieur qui sera prépondérant pour le match retour. Ouais, alors le match aller qu'on démarre un peu lentement, un peu brouillon en première mi-temps. Je crois qu'à la mi-temps, il y a 0-0, si je ne me trompe pas. C'est Ouais. ça, ouais. Et Jardel qui vient ouvrir le score. Ouais, il était déjà là en 2010, en espérant qu'il ne soit plus là en 2021. Du coup, Jardel qui ouvre le score sur un second ballon, si je me souviens bien, c'est Cardozo qui se retrouve face au but sur une occasion, Arthur qui sort la balle et Jardel qui était aux avant-postes qui la met. Et du coup, dans la foulée directement, je crois que c'est Vanding qui égalise. Par contre, je me souviens plus bien du but. Si, c'est un coup franc avec la tête, ouais, le coup de pied arrêté et la tête déviée. Et encore une fois, Robert qui est complètement dépassé, comme un match sur 2 durant la saison, si ce n'est plus. Et directement, je crois que c'est dans la foulée encore. Je crois que les trois buts sont arrivés très vite. Hein. Ouais, Cardozo sur coup franc qui nous met une minace pleine lucarne, alors que ça faisait plusieurs matchs qu'il était un peu décrié, qu'il se faisait même siffler et tout par nos supporters, et qui nous sort un peu d'un pétrin dans lequel on s'était mis tout seul en fait, même si au final on encaisse quand même ce but à l'extérieur qui va au final faire la différence. Et je vais laisser Mathieu faire au droit du match retour parce que moi il m'a un peu frustré. Bah, le match retour, forcément pour un supporter de Benfica, il est ultra frustrant parce que donc il y a 2-1 il y a 2-1 à l'aller et donc il faut un but à Braga et donc le début de match de Braga est plein d'intensité pour une équipe qui doit aller chercher le résultat et qui a plus rien à perdre à part tout faire pour gagner ce match et de marquer ce but pour se qualifier. Donc c'est voilà, jusqu'au but de Couche-Todd et cette tête sur ce coup de pied arrêté, ce corner encore une fois tiré parfaitement de la part de Goviana. Et ce but est marqué donc très très rapidement dans le match
match et ensuite bah, c'est la même marotte sur toute cette phase finale où Braga tout simplement ensuite a montré une solidité défensive absolument incroyable. Après le but, je crois que j'ai le souvenir d'aucune occasion de notre part, vraiment. Et en plus, le but est sur coup de pied arrêté. Donc c'était voilà, des phases très travaillées, des phases très pragmatiques, que ce soit un niveau défensif au niveau du coup de pied arrêté. C'était ça, la saison d'avant, Braga avait été très très fort dans le jeu et gagné tous les petits adversaires et même les grands sur la saison 2009-2010. Sur la saison d'après, cette saison-là, ça a été plus compliqué au niveau du jeu offensif, mais défensivement, c'est vrai que, comme on l'a répété tout au long de cette phase finale, on avait j'avais cette sensation qu'on n'aurait jamais pu prendre de but. C'était à domicile, en tout Non, cas, vraiment, c'était. voilà, Arthur fait un match immense. Arthur fait un match immense. Et il signe à Benfica Vraiment. quelques jours après, donc il est en forme. Effectivement, et je me souviens aussi alors je crois que c'est la tête de Kardec que Poulon qui fait un match immense aussi, votre arrière central, Ouais. si je me souviens bien, Ça. que sauf sur la ligne. Il me semble que Gaëtan tape le poteau, non, il rate l'immanquable, je sais plus. Ou Cardozo, mais c'est pas Cardozo qui tape le poteau? et Gaëtan, je crois que Gaëtan rate l'immanquable en deuxième mi-temps. Ça a été un match vraiment, vraiment très frustrant parce qu'en soi, quand tu le regardes, quand avec du recul du moins, tu vois que Braga, il le gère parfaitement ce match-là, c'est-à-dire qu'ils savent qu'ils doivent marquer. Gros début de match, plein d'intensité, on n'a rien à perdre. Si on va essayer. Ils arrivent à marquer ce but-là où Jardel est encore au marquage de Couche-Tard et était déjà un peu aux fraises. Complètement dépassé et du coup derrière ça ferme en fait et ça fait ce que ça fait de mieux et en fait on a été trop brouillon, on n'a pas su en soi avec du recul le Braga a mérité sa qualification parce que le match était parfaitement géré, tu avais l'impression qu'ils avaient beaucoup plus d'expérience que nous et même si effectivement ils ont eu de la chance parce que il en faut aussi en soi dans ces moments là je pense que c'était mérité pour Braga, et même si ça a été très frustrant parce qu'on a surdominé le reste de la rencontre, et comme je l'ai dit, Arthur a été immense, Poland aussi, je me souviens de sa performance, m'avait choqué en tant qu'arrière central pour Braga, et au final, voilà, 1-0 pour Braga à Braga, et on est éliminé, et Braga file en finale contre Porto. Contre toute attente, au final, tout le monde, tout le monde voulait cette finale Benfica-Porto, et au final, ce sera Braga qui ira. Avec et si en plus on regarde bien la défense, on a Silvio donc, qui part à Atlético de Madrid, on a Poland qui signe juste après à Saint-Etienne, et on a Alberto Rodriguez qui signera juste après au Sporting en suivant Domingos qui signera au Sporting l'été suivant, notre entraîneur. Mais il révélera plus tard aussi que la Juventus qui était très intéressée par lui, mais que je sais plus pourquoi il avait pu signer à la Juve et qu'il avait signé au Sporting au final. Mais donc voilà, toute la défense était convoitée. Bon, c'est normal avec une épopée européenne comme celle-là, et Braga avait pas du tout les mêmes moyens qu'à l'époque, donc quand il y avait quelques bons joueurs, ça partait très 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 vite, et toute la défense, même Miguel Garcia s'en ira aussi. Je crois qu'il était en fin de contrat, il était déjà un peu âgé, mais voilà, c'était un peu l'autre symbole du fait que Braga aussi a récupéré quelques sous sur ses défenseurs, et qui était donc le grand symbole de cette épopée européenne en 2011. C'était une solidité absolument incomparable aujourd'hui, et encore aujourd'hui, il n'y a pas eu de défenseurs centraux aussi. C'était peut-être pas les plus sexy, comme on a eu des Willy Bolly, on a eu des Raúl Silva, ou encore aujourd'hui, qui avec le ballon étaient plus forts que notre défense centrale de l'époque, mais d'un point de vue de caractéristiques purement défensifs, ils étaient, que ce soit Moises qui partira à l'hiver 2011, ce sera une défense centrale, et plus le reste de l'équipe qui était clairement imprenable défensivement, et qui a réussi à faire cet exploit assez fou si on y repense aussi, d'arriver en finale d'une compétition européenne avec aussi peu de moyens à la base. Donc Braga affrontera Porto en finale, un Porto sublime. Enfin, c'est le match qui m'a marqué personnellement contre Villarreal à domicile. Porto qui écrase Villarreal 5-1 avec un style de jeu ahurissant. Donc les garçons marquent aujourd'hui ce merveilleux match de Porto qui est fait. Vas-y, commence Marquinhos, commence. Comme tu l'as dit, pour moi c'était aussi peut-être pas forcément le match de la saison, mais un des matchs de la saison qui m'ont le plus marqué. Enfin, le pire, pardon, c'est qu'il faut savoir que ça
ça n'a pas vraiment bien commencé pour Porto. Parce qu'en fait, c'est une Mm. première mi-temps où ça va vraiment des deux côtés, où en fait, Ouais. Villarreal et Porto s'échangent les occasions, et en fait, ça peut aller d'un côté comme de l'autre. Je me rappelle, je crois qu'il y avait peut-être un ou deux pénaltys pour Porto qui étaient un peu litigieux, mais de l'autre côté, tu as Villarreal qui enchaînait aussi deux, trois bonnes occasions, donc c'était vraiment tendu. Et puis finalement, juste avant la mi-temps, bah, t'as ce centre au premier poteau en fait, qui donne un peu un coup de massue sur Porto. Et puis là, du coup, tu doutes un petit peu. Tu doutes un petit peu et tu dis, bon, bah, ok, peut-être qu'on s'est un peu trop emporté. Ok, on vient de mettre 2 fois 5 buts au Spartak. Et tu dis, bon, bah, ok, qu'est-ce qui va se passer? La deuxième mi-temps arrive. Et là, en fait, Ah ouais, c'est ça. c'est un deuxième Porto. C'est un Char deuxième Porto. d'assaut. C'est un char d'assaut. Mm. Ils vont, mais c'est une destruction massive. T'as Falcao devant, c'est un bulldozer. Mais je sais pas. Pour moi, mon numéro 9 préféré. Je crois que je l'ai dit assez plein de fois, mais dans toutes les positions, il t'obtient un penalty, il va te le tirer droit derrière, il marque, il reçoit un ballon, point de penalty, le mec, il est à moitié couché, il te marque le but, il va te mettre une tête plongeante à 1 mètre Ouais, de à cette hauteur, il va époque-là, c'est le meilleur attaquant du monde, hein, il n'y a même pas débat. Ouais. Quasi ah ouais, tout, ouais. Ouais. Et puis même à l'Atlético, encore après. Bien sûr, bien sûr, bah, C'est... c'est sur toute cette période-là. Et après, quand à l'Atlético, il Mhm. enchaîne, et même en Europa League, il fait pareil, les performances, c'est vraiment le Ouais, meilleur ouais. neuf du monde. Il sait tout faire, en fait. Bah, Ah non, il bat total. le record de buts, il bat le record de buts en Ouais, Europa League. Hein. Il détient toujours le record de 17 buts. Hein. ouais, ouais, Non, mais c'est-à-dire que pied droit, il est bon, pied gauche, il est bon, dos but, il est bon, de la tête, il est bon, face au but, il est bon, Ah ouais, non, ouais, il est mobile, mais. il peut jouer en Il pivot, faisait il est, tout. il est juste ultra complet, ultra vif, il est trop fort, trop ouais. fort. Et Et qu'on n'oublie pas Tueur. qu'il avait un super mec à côté de lui qui s'appelait Hulk, hein, Ouais, qui était autant Aussi. finisseur et aussi provocateur, dribbleur, enfin tout ce que vous voulez, qui avait aussi ouais, énormément de qualité. Ça allait beaucoup trop vite devant. Hein. Les trois devant avec Varela. En plus, Varela, c'était le vrai Varela rempli ouais. d'explosivité et de crochets, de centres comme personne. C'était assez et incroyable. puis même le milieu, Mhm. Louis, en vrai. Ah oui, non, mais bien sûr, le milieu, On c'était parle pour pas des moi un attaquants, des mais milieux le le plus milieu. complet des 10 dernières années à Porto. Tu avais Mhm. Fernando qui était un récupérateur incroyable, qui pouvait tellement alléger les défenseurs parce que c'était au pôle, quoi, on l'appelait au pôle chez nous, Mhm. il récupérait tout. Tu avais Moutinho qui était en rôle de, ouais, je dirais de maître du jeu, etc. Et tu avais Guarin légèrement plus devant, qui était un peu plus offensif. Guarin qui avait une frappe de mule qui pouvait. Qui pouvait juste avec son physique, enfin son Ouais. cardio, il prenait le ballon, il te cassait 3 lignes en conduite de balle avant d'écarter sur le côté. Non, c'était assez incroyable. Et ouais, pour revenir à ce que disait Marquinhos, t'as un quadruplé de Falcao, t'as le but de Guarin qui fait une espèce de feinte de frappe. Musashi, je crois, il est encore en train de glisser sur la pelouse du Stade du Dragon tellement il fait un tas glissé, il se cogne contre les panneaux publicitaires. T'as Dragon qui est en folie. Non, c'était incroyable ce match-là. Je pense que c'est un des matchs qui a pu se Incroyable, ouais. retenir Dragon sur les 10 dernières années. Clairement, clairement, clairement. Mhm. Et C'était la enfin, fête, quoi. Tu mets 5 buts, en une mi-temps. c'est incroyable. Comme tu dis, tu as pris une clim avant la mi-temps, t'es pas forcément confiant. Et tu arrives et tu te dis, ah non, en fait, on va gagner et on va leur mettre ça. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Surtout que Villarreal, c'est peut-être la seule équipe à l'époque, à ce moment-là, qui a tenu tête à Exactement. Porto en termes de football, quoi. Ouais, Sur les deux totalement. matchs d'ailleurs. Mhm. Ah, c'était une sacrée équipe en face, hein, du côté de Ouais. Villarreal. Hein. Ouais, Il c'était y une avait belle des équipe. joueurs. Hein. Non, c'était vraiment le match, le Tu avais match des final qui m'a Capdevila, des Sani, c'était quelque chose. Hein. Mm. Après, bah, il y a le match retour, forcément, mais bon, où vous perdez. D'ailleurs, c'est l'une des seules Mm. défaites de la saison. Même en championnat, vous perdez pas un seul match. Ouais, on Mhm. Et perd, mais à la 48e, quand tu vois qu'il y a 2-1 voilà, c'est pour ça. nous, t'étais encore. Tu savais que c'était plutôt tranquille. C'était fini, ouais. Ah, Et c'était une enfin, formalité. on Ouais, va arriver à totalement. la finale du 18 mai 2011, cette historique où on voit donc deux clubs portugais. Ah Donc, là là. Porto Braga. Donc, je vais commencer honneur au perdant. Hein. Donc, Mathieu, C'est gentil. si tu peux commencer à me décrire ce match qui Palmarès de reste Mathieu. malgré tout historique. Bah, palmarès de Mathieu, oui, oui, parce que à l'époque, ça reste C'est fou immense. d'être en finale, hein, donc Bien sûr, bien sûr. c'est un match qu'on attendait avec impatience. Même si moi à l'époque, quand tu voyais, ouais, tu voyais pas le match de Porto en direct parce que c'était en même temps que Braga, mais tu voyais des 5-1, voilà, tous les matchs face au Spartak, face à Villarreal. Tu les voyais en championnat, on avait pris, je crois, 3-0 en janvier à la Stade du Dragon, donc. Il fallait vraiment quand même un gros exploit, et ce genre d'exploit en compétition, dans une finale européenne,
enfin, tu retrouves pas beaucoup, vraiment pas beaucoup quand tu joues généralement une équipe enfin, quand tu as sur le papier un aussi grand écart, bon, bah, généralement l'équipe favorite s'impose. Porto s'est pas imposé facilement sur ce match-là, a fait le travail, mais s'est pas imposé facilement. Voilà, c'était un match où Braga avait ce plan de jeu, comme d'habitude, d'essayer de défendre dans un bloc médian bas et ensuite d'essayer avec un peu de chance, bah, cette chance-là qui aurait pu intervenir en début de deuxième période avec cette occasion de Mossoro sur Elton qui récupère un ballon sur une erreur d'un défenseur central, je sais plus qui c'est, mais voilà, Mossoro qui récupère le ballon, qui a un face-à-face, la seule occasion de Braga lors de cette finale à Dublin, et qui trouve les pieds d'Elton alors que les cages sont quasiment vides. Je lui en veux toujours d'ailleurs, je lui en veux toujours parce que même si on perd ce match, même si on perd cette finale, ça aurait été juste tellement incroyable juste de connaître l'émotion d'un seul but en finale européenne. Donc juste ça aurait été énorme. Et voilà, il y a le favori, la grande équipe, l'équipe qui sur le match en tout cas au final quand même méritait de gagner, c'était bien Porto avec cette armada incroyable et ce but de Falcao qui résume toute sa puissance et toute sa saison absolument folle. Et pour ajouter un petit truc sur ce que vous avez dit tout à l'heure sur lui, c'était encore plus incroyable de se dire que ce garçon s'était fait 2 fois les croisés avant d'arriver à Porto à River Plate. Donc c'est dire la force de l'homme à la Le fois mental, la techniquement, mentalement et physiquement. Ah, Non, ça va pas coupé. couper, c'est à toi. Non, c'est bon, je pense qu'il avait juste fini. Ouais, j'ai Ok. juste fini. Du coup, moi je vais rebondir. En fait, je trouve que j'ai même pas donné le 11 de Porto quand même, parce que le 11, il était assez phénoménal. Le 11 qui commence durant la finale, c'est Elton au cap, on le présente plus. T'avais Alvaro Pereira sur le côté, c'était la fusée. T'avais Otamendi, c'est qui? C'est Otamendi Rolando. Ouais, Otamendi Ouais. Rolando qui tient en finale, exactement. T'as Sapunaru, t'as Guarin, t'as Moutinho, t'as Falcao, t'as Hulk, t'as Fernando, t'as Varela. Pas Bellucci? Non, Bellucci, il rentre. Il est sur le banc. Bellucci, il rentre à la 73e, comme Rames d'ailleurs. Ouais. Tout comme Rames. Et le match, en vrai, comme a dit Mathieu, je pense qu'il l'a bien résumé. Bon, il y avait une équipe qui était un peu au-dessus de l'autre, mais c'était pas non plus si flagrant que ça. Je trouve que votre place, elle n'était pas non plus imméritée. Vous avez quand même fait une belle prestation. On a gagné que 1-0. Ah ouais, totalement. C'était vraiment des confrontations de style, comme tu as dit, vraiment, ça avait rien à voir. Et je trouvais que c'était un match quand même plutôt plaisant. Le but, il est incroyable. Moi, j'en ai encore des frissons quand j'y repense. Le centre de Guarin, il est plutôt compliqué à exécuter. Tu as une finition remarquable de Falcao qui te fait une tête. On dirait qu'il est en apesanteur pendant 30 ans. On dirait Yoshi dans les Mario. Tu le mec il reste 40 ans en l'air. Il a le temps de décroiser sa tête. Il te la met pleine nuit. Il retombe, il saute, il va vers les supporters, pied en avant. Tu te dis qu'il y avait vraiment trop de grinta. Je sais pas, moi, c'était un match qui m'a vraiment fait vibrer. Je sais pas, j'en perds les mots carrément. Ça faisait longtemps, on attendait ça. Et ça a confirmé le Vencemos outra vez qui sortait du public du Dragon depuis 2-3 matchs. Parce qu'on sentait qu'on pouvait aller la chercher, qu'on pouvait la gagner. Les supporters, ils croyaient énormément. Et ils l'ont fait. Un grand merci à Villas-Boas qui a été quand même le numéro 1 et le magicien de cette épopée européenne et depuis de cette épopée durant cette Donc, saison du c'était triplé. sa première saison en plus. Hein. Ouais, tout à fait. Ouais. Il venait d'arriver et de remplacer Joao Ferreira justement. Il était très critiqué au début. Au début, on disait ouais, un jeune certes talentueux, nanani, nanana, parce qu'on savait que c'était le bras droit de Mourinho et qu'il l'a suivi à Chelsea, à Porto et à l'Inter. Et on s'est dit bon, c'est peut-être certains étaient, on va dire les supporters un peu plus comme un certain ancien collègue à nous qui aurait dit ouais c'est bien, on met la formation en avant, etc. Les entraîneurs. Et là pour le coup ça a super bien marché. Petit clin d'œil à Rémi. Et là pour le coup ça avait super bien marché et la mayonnaise était juste splendide. Je sais pas Et si Marc, Marquinhos veut quelque chose à rajouter quelque rajouter? chose. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Je pense que tant du côté de Braga que du côté de Porto, c'était très complet. C'était un très très beau match. Il y avait beaucoup de tension et puis tu avais quand même cette émotion de dire bah pardon, j'allais dire un gros mot, mais tu te dis Tu l'as punaise, dit, tu l'as dit. je l'ai dit, merde. Deux. Moi j'avais cette impression enfin j'avais pas l'impression que c'était une finale d'Europa League. Enfin c'était tellement
c'était tellement inédit de voir Surréaliste. deux clubs, Ouais. ouais, surréaliste de voir deux clubs portugais. J'avais vraiment pas l'impression que c'était un match d'une finale de Ouais, Coupe c'était assez d'Europe. étrange, ouais. La finale C'est, était assez C'était c'est- super étrange. étrange Ouais. comme ça un jeudi, je suis d'accord avec toi, c'était assez particulier. Surtout le stade ouais, aussi, c'était le stade de Dublin, Mhm. c'était pas. Enfin, c'est un Ouais. beau stade, mais c'est pas le plus beau des stades pour faire une finale, je trouve, de compétition européenne. Le stade de Cardiff, par exemple, est plus finale européenne compatible, si on peut dire ça comme ça, que le stade de Dublin. Mhm. C'est vrai que ouais, l'ambiance était pas. Enfin, après, c'était aussi historique des deux clubs qui s'affrontent tous les ans, et forcément, oui, quand on n'a jamais vécu ça avant, c'était forcément à l'époque, oui, un peu bizarre, oui. C'est ça, c'est ça un peu l'ambiance qui règne de manière générale, c'est que bien sûr, t'as de la tension d'un côté comme de l'autre, peut-être un peu moins du côté de Porto, parce qu'il y a il y a peut-être un peu plus de confiance, mais de manière générale, c'est vraiment bizarre, c'est spécial, et tu te dis à la fin, bon bah en fait c'était un super match, et ça restera gravé dans l'histoire du football portugais pour toujours, et puis Tu te souviens pour d'être en un peu revenir. confiant avant ce match? Ah ouais. Alors, je vais rebondir sur ta question. Ce que j'avais dit une fois dans une émission, quand on comparait, peut-être c'était le Golasso Plus qu'on a fait en décembre, je crois, ou janvier, Ouais. ce que je disais, moi, à cette époque-là, par rapport à maintenant, c'est que pendant cette saison-là, j'étais l'homme le plus confiant de la planète. Pour moi, chaque Ouais. match allait être gagné. Vraiment. Ouais. La seule question que je me posais, c'est On par va gagner combien de le buts, but. enfin combien de buts on va marquer, et par combien de buts d'écart on va gagner. C'est extrêmement prétentieux. Vous me direz de dire ça, mais Non, on avait peur de Non. personne, Marc. On Ah avait non. peur de personne. Ouais, Il non, faut dire la vérité. On non, avait c'est peur clair, de Cette équipe personne. aussi, ouais. C'était son assurance. Tout le monde pouvait venir. À bout c'est d'un moment, ça. on a vu que c'était que AVB, ça avait pris dès les 2, 3 premiers mois. On savait que là, on pouvait prendre tout le monde. On avait peur de personne, vraiment. Tu sentais même Mhm, les joueurs dans leur discours et tout. En plus, à l'époque, on avait pas mal de joueurs qui étaient, on va dire, affiliés sentimentalement au club, etc. Tu sentais que mhm. vraiment il y avait une osmose incroyable dans le vestiaire et tu sentais qu'on était intouchable. Moi, vraiment, je crois que dès le début, hein, je m'en rappelle très bien. Et je dis à mon père, qui est forcément du même club que moi, je lui dis en décembre ou en novembre, je lui dis on va gagner l'Europa League. Il me regarde avec les gros yeux et il me dit qu'est-ce que tu me racontes? Je lui dis non, non, tu vas voir, tu vas voir. Et j'en étais convaincu, vraiment, j'en étais convaincu. Le rouleau compresseur était trop incroyable. Et d'ailleurs, Mm. je le répète et je le dis souvent, si on garde exactement le même effectif et le même Bien entraîneur, sûr. je pense que l'année d'après, en Ligue des Champions, on peut faire très très mal parce qu'on fait la Super Coupe d'Europe déjà limitée avec des joueurs en Mhm. moins contre le Barça et on fait Ouais, une très notamment très belle Falcao, ouais. prestation, Un très gros même si match. on perd. Ouais, très très gros match et même comme ça on perd, mais je suis sûr que et c'était le beau Barça de l'époque, hein. Ouais. C'était vraiment un Ouais. sacré Moi, Barça de Guardiola. je te rejoins et je suis assez convaincu que cette équipe de Porto, si elle avait été en Ligue des Champions cette année-là, elle serait vraiment très. Bien sûr. Elle aurait fait un parcours un peu comme Monaco en 2017, je trouve. C'était un peu le. Monaco ou Ajax, Ouais. par exemple. Ouais. Et encore, Je suis d'accord. je trouve que Monaco, c'était une équipe pas. Enfin, quand on voyait l'Ajax, j'ai pas l'impression que j'ai eu, en tout cas avec Monaco, avec Porto, c'est des équipes qu'ils entraient sur le terrain, tu savais qu'ils allaient gagner presque. Ça dépendait des matchs, bien Mhm. sûr, mais c'est vrai que tu avais cette confiance. Ça mettait du 3 buts par match quasiment tout le temps, que ce soit en championnat ou en Coupe d'Europe. Ouais, J'avais c'était l'impression, une pour ces grosse deux équipe. équipes, pour ces deux équipes, j'avais pas la même sensation. C'est vrai que le petit couac, c'est que Porto n'a pas joué la Ligue des Champions en 2010-2011, il n'a joué que la Ligue Europa. On ne saura jamais qu'est-ce que cette équipe-là aurait pu être capable de faire en Ligue des Champions. Il y avait quand même encore le Barça de Guardiola de 2010-2011, qui est le plus gros, le meilleur Barça de Guardiola. Donc Ouais. pour gagner des champions, peut-être pas, mais c'était vrai que c'était une sacrée équipe, mais on ne saura jamais qu'est-ce qu'ils auraient fait en Ligue des Champions cette année-là. Ouais. Et Moi, moi, je me souviens que. Ah ouais, vas-y. j'ai une question pour vous, les garçons. C'est donc un peu le contraste avec cette année. C'est donc même deux questions. C'est à votre avis, est-ce qu'il y a une possibilité de revoir ce genre d'épopée pour des clubs portugais? Et surtout, comment c'est possible qu'aujourd'hui on arrive en mars, bah, maintenant même si les compétitions de foot sont arrêtées, mais bon, on serait arrivé en mars sans aucun club portugais, alors il y a 6 ans de ça, on avait 3 clubs portugais en demi-finale. Je trouve qu'on était Hmm. on était visionnaire par rapport au confinement, déjà. Comme ça, s'il n'y a plus de club portugais, t'es tranquille. Mais sérieusement, moi, je vois trois. Enfin,
enfin, trois choses importantes. La première chose, l'épopée de Braga, elle est surréaliste. Donc, que ce soit cette année ou que ce soit il y a 9 ans, et puis les épopées de Braga, quand elles sont européennes, elles sont. En tout cas, surtout il y a 9 ans, c'est surréaliste de battre Liverpool, de gagner. Face à Dynamo Kiev, tu gagnes même pas les matchs, tu fais match nul et tu tiens 3 mi-temps limite dans ton camp. Donc c'est un peu dur de transposer cette équipe-là à maintenant, surtout qu'elle a beaucoup changé. Maintenant, toutes les équipes ont changé, c'est vrai. Mais par rapport à Porto et par rapport à Benfica, déjà par rapport à ces deux équipes, tu as les entraîneurs. Je trouve que à Porto, tu as un crack qui démontre encore que c'est un crack aujourd'hui. Et tu as Jorge Jesus qui montrera par la suite tout l'étendue de sa vision du football. En 2011, c'était pas encore. Enfin, on connaissait Jorge Jesus, il avait gagné le titre avec Benfica, mais il n'avait gagné qu'en championnat du Portugal. Il avait gagné 4 titres en championnat, donc c'était pas encore. Il Il fallait est en construction. voilà, il fallait encore prouver quand même beaucoup de choses et je pense qu'il le prouvera surtout la saison d'après lorsqu'ils vont en quart de finale de la Ligue des Champions face à Chelsea. Et donc on voyait déjà une progression à cette époque-là. Puis il y a il y a les deux finales de Ligue Europa. Mais du côté déjà sur ce premier point, je trouve que tu as la qualité des entraîneurs. Alors je dis pas que Bruno Lage n'est pas un bon entraîneur, mais par rapport à Jesus, je trouve que c'est encore un cran en dessous. Que Conceição par rapport à AVB, je trouve que c'est encore un cran en dessous. Donc déjà tu prends deux locomotives. Je trouve que déjà juste j'aurai d'autres arguments, mais je vais laisser la parole après à mes collègues. Mais déjà sur la qualité nette des entraîneurs, déjà il y a une différence à l'époque et c'est vrai qu'il y a eu cette chance-là d'avoir à ce moment-là précis deux entraîneurs incroyables à la tête de nos deux plus grands clubs portugais à cette époque-là. S'il y a quelqu'un Alors, qui veut rajouter quelque chose, ouais, juste sur les entraîneurs déjà. Après, je pense qu'il y a un état d'esprit qui est totalement différent, que ce soit à Benfica ou à Porto cette année par rapport à l'époque. Porto, vous venez de l'expliquer, hein, alors déjà c'était dans le jeu, ils étaient au-dessus, et puis même dans la tête, c'était clairement, ils avaient un ascendant psychologique à tous les matchs, c'était absolument ça. Et aussi il y a le pouvoir de feu, je pense notamment à Porto. Même si Benfica c'est aussi le cas, Porto avait une équipe beaucoup trop forte et beaucoup plus forte à l'époque qu'elle ne l'a aujourd'hui. Par là, je veux dire que, par exemple, des Falcao, Hulk et tout ça, t'en retrouves pas cette année à Porto. Bien que il y a des bons joueurs, hein. Je dis pas que c'était une mauvaise équipe, mais c'était des joueurs qui étaient vraiment au-dessus de la moyenne. Et quand tu compares par exemple à Hulk, tu veux le comparer à qui de nos jours, Mariga ou Falcao ou Falcao avec Zerlouis, tu vois, genre en vrai il y a un rapport de force quand même qui s'impose, du moins. Et les contextes sont vraiment pas les mêmes, les joueurs sont pas les mêmes, les mentalités sont pas les mêmes, et les donc forcément je suis pas sûr que ce soit comparable en vrai. Après, si je peux juste rajouter quelque chose pour répondre à ta question initiale, Alex, très rapidement. Tu as demandé, est-ce que vous pensez que c'est possible qu'on revoie des épopées pareilles en Europe? J'ai envie de te dire que oui, je pense que c'est possible, et que par contre, il faut que tous ces ingrédients soient réunis, et c'est pas quelque chose de facile. Voilà. Moi, je vais répondre à ta question, Alex, ouais, carrément. Moi, je vais te dire, c'est possible, mais pas du tout avec le même savoir-faire. Là, on parle de 2010, on parle d'une époque où, que ce soit pour Porto ou pour Benfica, peut-être un peu moins pour Braga, on allait quand même vachement recruter à l'étranger, assez jeunes, etc. On était, on va dire, les numéros 1 quand on regarde ces ventes-là de ces années-là, les Guari, les Moutinho, les Falcao, les David Luiz, les Di Maria, enfin j'en passe des plus belles. On va pas le refaire de la même façon. Là, je suis pas convaincu, mais je pense qu'on va pouvoir le faire avec le savoir-faire qu'on est en train de faire évoluer au Portugal, notamment la formation. Je pense qu'on en a assez reparlé durant ces dernières années. Si on le fait, ce sera comme ça. Donc du coup, j'ai envie de te dire, ça pourrait être un mélange d'une épopée 2010 et d'une épopée 2004. En 2004, Porto, on a affiché 10 Portugais sur 11, enfin 10 Portugais et demi, parce qu'il y avait Darley, 10 Portugais et demi, non, Carlos Alberto, pardon, 10 Portugais sur 11 titulaires en finale de Ligue des Champions. Donc je pense peut-être qu'on pourra faire le top du top, c'est-à-dire faire un mélange des deux, notre formation des Portugais et être au top. Mais ça va prendre encore beaucoup de temps. Je pense qu'on est en train de bien l'étudier, hein, de bien le faire, mais ça va prendre encore beaucoup de temps. Mais oui, je pense qu'on va le faire un jour. Et puis de toute façon, on est des clubs qui sont réputés au niveau européen, qui avons quand même une expérience. Donc on reverra des beaux jours au niveau du football portugais, j'en suis convaincu. on espère ça en tout cas. Si je peux rebondir sur les propos de Louis, sur la question est-ce qu'il y aura un jour 3 clubs portugais qui iront jusqu'en demi-finale lors de la même saison, ça je pense que ce sera quasiment impossible et que c'était irréel, et que j'ai l'impression que la saison 2010-2011 c'est l'opposé de cette saison-là, mais vraiment les extrêmes opposés, et que le juste milieu au final c'est une saison comme Benfica la saison dernière qui si enfin
enfin, peut-être s'ils n'auraient pas joué le champ, parce que s'ils n'avaient pas eu l'épopée en championnat, peut-être qu'ils auraient peut-être joué bien sûr plus à fond tous les matchs, notamment le match retour face à Francfort, mais l'année dernière, c'était pas impossible que Benfica aille en demi-finale de la Ligue Europa, et ça aurait été une épopée plutôt honorable, et quand on voit que Francfort attire Chelsea jusqu'à la séance des turbuts pour la qualification en finale de Ligue Europa, déjà l'année dernière, c'était pas impossible de voir une équipe portugaise en demi-finale de la Ligue Europa, donc en Ligue Bah, Europa. surtout que Francfort se qualifie avec le but hors jeu et Oui, dans un match qu'il a pas forcément. Enfin, il y avait la place quoi quand ouais, tu regardes. il y avait clairement la place, t'étais au même niveau, donc ça aurait pu basculer dans ton camp. Voilà, tu aurais pu faire mieux au match aller en prenant passer ces 2 buts, il me semble. Donc franchement, je pense que c'était pas du tout impossible. Qu'il y en ait, que ce soit Porto, que ce soit Benfica une année, arrive à aller en demi-finale minimum de Ligue Europa, c'est possible, ce sera encore possible. Mais par rapport à ce que disait Louche, je pense qu'il y a aussi ce point sur le recrutement, et qu'à l'époque, on recrutait pas du tout de la même façon il y a 10 ans qu'on recrute maintenant, parce qu'à l'époque, il y avait la TPO, la tierce propriété. Donc c'était aussi possible d'acheter seulement pas l'entièreté des droits sportifs, des droits économiques d'un joueur de foot, et c'est comme ça que les clubs portugais, mais tous, hein, pas que les grands clubs arrivaient à attirer les meilleurs joueurs, et parce qu'ils avaient déjà plus d'argent, mais ils n'attiraient pas les joueurs avec l'entièreté de leur passe. Les clubs portugais, et notamment Braga, faisaient la même chose avec des joueurs de plus faible valeur, mais c'était l'une des raisons de ce fait que les clubs portugais recrutaient bien et recrutaient aussi intelligemment vis-à-vis de leur situation économique, et ça donnait voilà, des effectifs qui, si on prend l'effectif de Benfica la saison d'après, sera encore plus complet et tout aussi séduisant, que ce soit l'effectif de Porto en 2011, que ce soit l'effectif de Braga en 2011-2012 qui aura encore titillé Porto et Benfica pour le titre. Donc c'était une époque où les clubs portugais recrutaient très bien et arrivaient à attirer notamment les meilleurs joueurs sud-américains de l'époque. Aujourd'hui, c'est quasiment impossible. S'il y a un Falcao qui arrive à River Plate ou en Argentine, à cette époque-là, c'est impossible de les attirer. Porto attirera encore après Alexandro et Danilo, qui sont été 2 latéraux les plus en vue du côté du Brésil à Santos. Porto était intéressé par Ganso à Santos aujourd'hui. Aujourd'hui, les garçons de 17 ans comme des Régnier, des Vinicius Junior, ils vont tout de suite au Real Madrid, ils peuvent plus passer par le Portugal. Exactement. Donc il faut trouver des nouvelles formes de recrutement. C'est passé par la formation, mais la formation, c'est que ça prend du temps et que la TPO n'est plus en vigueur depuis 2016, donc il faudra encore du temps, mais je pense que ça va arriver parce que ce sera obligatoire. Mais en termes de recrutement, là par contre, je pense qu'il faudra un peu C'est plus. passé par des prêts aussi. Oui, aussi, oui, Mathieu. oui, bien sûr. Regarde, Casemiro, par exemple, on ne pouvait pas aligner en soi, et bien du sûr. coup, on s'est fait prêter. Et voilà. C'est ce que j'allais finir sur ça. Il faut plus d'inventivité au niveau du recrutement, plus d'ingéniosité. Aujourd'hui, ça se limite, je trouve, un peu trop à. Porto l'a démontré, récupérer Marcano pour moi l'année dernière. Alors Marcano fait pas une saison mauvaise, hein, je trouve. Hein, c'est pas. Mais le move est mauvais. Bien rêvé. Mais le profil de transfert. Ça va beaucoup mieux là. Voilà, ça va beaucoup mieux. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ah, mais oui. le profil de transfert, de récupérer un garçon qui est parti en fin de contrat à 1 an, et tu le récupères. Au final, c'était pas 3 millions d'euros, puisque les comptes sont tombés. Je crois que c'est plus de 3 millions d'euros. Apparemment, ouais. C'est le genre. 5, non 5, ouais, c'est ça, 5 ou 7 ou un truc comme ça, exactement. Ça, donc c'est ce genre de profil de transfert qui, pour moi, n'est pas adapté aujourd'hui en tout cas, si les clubs portugais veulent redevenir très compétitifs au niveau européen, au moins au niveau de la Ligue Europa, il faut avoir plus d'inventivité et d'ingéniosité au niveau du recrutement et au niveau des entraîneurs aussi, arriver à faire les bons choix au bon moment. Je dis pas qu'on est un mauvais entraîneur, mais je dis qu'aujourd'hui c'est pas le bon entraîneur pour Porto, et que Porto aurait déjà dû réfléchir à trouver une meilleure direction, un meilleur sens à sa direction sportive, si je prends juste le cas du FC Porto. Je pense qu'on a été assez complet. C'est quelqu'un qui va rajouter une dernière parole? Non, du tout. Non. Donc on va pouvoir clôturer cette émission, peut-être avec des mentions spéciales si vous en avez. Bon, ça paraît être compliqué. Si, moi j'ai une super mention spéciale. Vas-y. Ma mention spéciale, elle est pour Bella Gutmann, du coup. Cette belle malédiction. Du coup, Lampião dos Muxentos da Europa não ganhar, comme on dit chez nous. Du coup, c'était super. On a adoré. Élimination en demi-finale. On pensait à un petit classico qu'on allait au moins gagner en finale. Mais donc, du coup, ils sont arrêtés en demi. Et puis voilà. Et super belle saison pour nous. Je me permets de faire une mention spéciale. Je réponds à cette attaque.
En attaquant encore plus faible que moi, et mention spéciale à Sporting qui a réussi à finir 20 points derrière Benfica, qui était déjà 20 points derrière Porto. Et ça, c'est sur cette année 2011, et ça fallait le faire. Voilà. C'est un coup bas, ça. Surtout, C'est un coup de lâche. surtout que c'est la 30e journée et que donc c'est Braga Sporting à l'Alvalade et qu'au final on laisse limite gagner le Sporting parce qu'on fait Ils tourner me font tout de le la peine. Ouais, non, mais non, c'est parce qu'on avait fait tourner tout le monde parce que le jeudi on affrontait Porto en Ligue Europa, donc je crois que l'équipe j'avais jamais vu une équipe aussi incroyable du côté de Braga dans un match de championnat, et donc le Sporting finit 2 points d'avance, mais ça changeait rien parce que les deux équipes, le 3e et le 4e encore à l'époque, se qualifiaient directement pour la Ligue Europa, donc ça changeait Et, pas et à grand chose. contrario de nous, on a fait tourner l'effectif et on allait gagner 6-2 contre Guimarães en finale de la Coupe du Portugal, triplé de Rames Rodriguez. C'est vrai. Ouais. Plutôt pas mal cette saison, franchement. C'était beau. Donc, merci à vous, les garçons, d'avoir À permis toi. de revivre, Merci à toi. cette saison qui est pour le plus grand bonheur des supporters portugais. Et on espère que ça plaira à nos auditeurs. Et n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube, à nous suivre sur Twitter. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Et on espère retrouver le football très, très, très rapidement. Merci, les garçons, et bonne soirée. Campeonato rouge, Ciao. campeonato rouge, Restez chez vous. campeonato rouge, campeonato rouge. Restez chez vous. Salut, salut. La manita. Ciao, ciao. Ciao.